Le lendemain était le jour du contrat. Chacun était inquiet à l'ange gardien, on ne voyait rien venir. Le général était calme et causant. On déjeuna. Jacques et Paul seuls étaient gais et en train. Le général se leva et annonça qu'il était temps de s'habiller. Les toilettes furent rapidement terminées, tant on était pressé de se faire voir. Quand ils furent tous réunis dans la salle, le général ouvrit majestueusement sa porte, à l'instant il fut entouré et remercié avec une vivacité qui le combla de joie. Le général. Eh bien, mes enfants, croirez-vous une autre fois le vieux Dourakin quand il vous dira « Ayez confiance en moi, ne vous inquiétez de rien ?» Bon. Cher général. S'écria-t-on de tous côtés. Le général. Je vous répète, mes enfants, ne vous tourmentez de rien, tout sera fait et bien fait. À présent, allons recevoir nos invités et le notaire. Elfie. Où ça, général? Où sont-ils? Le général. C'est ce que vous allez voir, mon enfant. Allons, en marche. Par file à gauche. Le général sortit le premier, il était en petite tenue d'uniforme avec une seule plaque sur la poitrine. Il se dirigea vers l'auberge Bournier, suivi de tous les habitants de l'Ange Gardien. Le général donnait le bras à Elfie, Moutier à Madame Blido, Dérigny donnait la main à ses enfants. Tout le village se mit aux portes pour les voir passer. « Suivez » criait le général, « je vous invite tous. Suivez-nous, mes amis. » Chacun s'empressa d'accepter l'invitation, et on arriva en grand nombre à l'auberge Bournier. Au moment où ils furent en face de la porte, la toile de l'enseigne fut tirée, et la foule enchantée put voir un tableau représentant le général en pied, il était en grand uniforme, couvert de décorations et de plaques. Au-dessus de la porte était écrit en grosses lettres d'or, « Au général reconnaissant ». La peinture n'en était pas de première qualité, mais la ressemblance était parfaite, et la vivacité des couleurs en augmentait la beauté aux yeux de la multitude. Pendant quelques instants, on n'entendit que des bravos et des battements de mains. Au même instant, le curé parut sur le perron, il fit signe qu'il voulait parler. Chacun fit silence. « Mes amis, dit-il, mes enfants, le général a acheté l'auberge dans laquelle il aurait péri victime de misérables assassins sans le courage de monsieur Moutier et de vous tous qui êtes accourus à l'appel de notre brave sergent. Il a voulu témoigner sa reconnaissance à la famille qui devient celle de Moutier, en faisant l'acquisition de cette auberge pour répandre ses bienfaits dans notre pays, bien plus, mes enfants, il a daigné consacrer la somme énorme de 150 000 francs pour réparer et embellir notre pauvre église, pour fonder une maison de sœurs de charité, un hospice, une salle d'asile et des secours aux malades et infirmes de la commune. Voilà, mes enfants, ce que nous devrons à la générosité du général reconnaissant. Que cette enseigne rappelle à jamais ses bienfaits. On monta le perron, on entra dans la salle, Elfie et Moutier se trouvèrent en face d'une foule compacte, le notaire, les parents, les amis, les voisins, tous avaient été invités et remplissaient la salle, agrandie, embellie, peinte et meublée. Des sièges étaient préparés en nombre suffisant pour tous les invités. Le général fit asseoir Elfie entre lui et Moutier, Madame Blido à sa gauche, puis Dérigny et les enfants, le notaire se trouvait en face avec une table devant lui. Quand tout le monde fut placé, le notaire commença la lecture du contrat. Lorsqu'on en fut à la fortune des époux, le notaire lut. La future se constitue en dot les prés, bois et dépendances attenant à la maison dite l'Ange Gardien. Elfie poussa un cri de surprise, sauta de dessus sa chaise et se jeta presque à genoux devant le général, qui se leva, la prit dans ses bras, lui baisant le front. « Oui, ma chère enfant, c'est mon cadeau de noces. Vous allez devenir la femme, l'amie de mon brave Moutier, 2 fois mon sauveur et toujours mon ami. Je ne saurais assez reconnaître ce que je lui dois, mais, en aidant à son mariage avec vous, j'espère m'être acquitté d'une partie de ma dette. » Le général tendit la main à Moutier, l'attira à lui et le serra avec Elfie dans ses bras. « Oh! Mon général, dit Moutier à voix basse, permettez que je vous embrasse. De tout mon cœur, mon enfant. Et, à présent, continuons notre contrat. » Le notaire en acheva la lecture, une seule clause, qui fit rougir Madame Blido, parut se ressentir de la bizarrerie du général. Il était dit. Dans le cas où la dame veuve Blido viendrait à se remarier, sa part de propriété de l'Ange Gardien retournerait à sa sœur Elfie, et serait compensée par la maison à l'enseigne, au général reconnaissant, que le général comte Dourakin lui céderait en toute propriété,
Mais à la condition que Madame Blido épouserait l'homme indiqué par le général comte d'Ourakin, et qu'il se réserve de lui faire connaître. Le notaire ne put s'empêcher de sourire en voyant l'étonnement que causait cette clause du contrat, qu'il avait cherché vainement à faire supprimer. Le général y tenait particulièrement, il n'avait pas voulu en démordre. Madame Blido rougit, s'étonna, et puis se mit à rire en disant « Au fait, je ne m'oblige à rien, et personne ne peut m'obliger à me marier si je ne le veux pas. » « Qui sait, dit le général, qui sait? Vous le voudrez peut-être quand vous connaîtrez le futur. Pas de danger que je me remarie. Il faut signer, messieurs, mesdames, dit le notaire. Et puis dîner, dit le général. Madame Blido ne fut nullement effrayée de cette annonce du général, quoique rien ne lui parût arrangé pour un repas quelconque, mais elle commençait à compter sur cette espèce de féerie qui faisait tout arriver à point. Elle fit, signa. Puis, Moutier. Puis, le général. Puis, Madame Blido. Puis, Jacques, Paul et Dérigny. Quand chacun eut apposé son nom ou sa croix au bas du contrat, le général proposa de retourner dîner à l'Ange Gardien. Madame Blido ne put s'empêcher de frémir de la tête aux pieds. Comment dîner, sans couvert, sans table? Général, dit-elle d'un air suppliant, si nous dînions ici? C'est si joli. Le général, avec malice. Du tout, ma petite femme, nous dînons chez vous. Ne voyez-vous pas qu'Elfie et Moutier sont impatients de se promener dans leur nouvelle propriété? Allons, en route. Le général descendit le perron, entraînant Madame Blido, suivie d'Elfie, qui donnait le bras à Moutier, et du reste de la société. Ils arrivèrent à l'Ange Gardien. La salle était tapissée d'étoffes bleues, ainsi que la cuisine, des tables étaient mises dans les deux salles. Le général fit asseoir tous les invités, lui, Elfie et Moutier présidaient la première table, Madame Blido, Dérigny et les enfants faisaient les honneurs de la seconde. Plusieurs domestiques, venus de Paris, firent le service, ils passaient les plats, les vins, les cuisiniers s'étaient surpassés, on n'avait jamais mangé, ni bu, ni vu chose pareille à Loumigny. Le curé était à la gauche du général, Elfie se trouvait placée entre le général et Moutier, puis le notaire et les autres convives. Le dîner fut long et gai. Le général riait de plus en plus, buvait de plus en plus. On était à table depuis 2 heures. Elfie proposa au général une promenade dans son nouveau domaine. Le général, d'un air malin. Et comment y passerez-vous de votre jardin, mon enfant? Elfie. Oh. Général, Moutier fera une brèche, le passage sera bientôt fait. Le général. A-t-on fini le café, le pousse-café, tout enfin? Fini à la majorité, mon général, répondit Moutier, fatigué de boire et de manger. Allons, partons. J'ouvre la marche avec Elfie. Le général se leva, chacun en fit autant. Il ouvrit lui-même la porte du jardin. Elfie poussa une exclamation joyeuse, quitta le bras du général, et courut, légère comme un oiseau, vers la barrière élégante qui avait été placée et ouverte sur le pré pendant la courte absence des propriétaires. Jacques et Paul la suivirent dans sa course, et furent bientôt hors de vue. Le général, enchanté, se frottait les mains, allait et venait en sautillant, malgré ses grosses jambes, son gros ventre et ses larges épaules. De temps à autre, on voyait apparaître dans le pré, dans le bois, Elfie et les enfants. Moutier l'avait rejointe en 2 enjambées, et jouissait du bonheur d'Elfie avec toute la vivacité de son affection. Bientôt le bois et la prairie offrirent le spectacle le plus animé, les jeunes couraient, criaient, riaient, les gens sages se promenaient, admiraient et se réjouissaient du bonheur d'Elfie d'avoir rencontré dans sa vie un général d'Ourakin. Elfie et sa sœur étaient si généralement aimées, que leur heureuse chance ne donnait de jalousie à personne, et occasionnait, au contraire, une satisfaction générale. Le curé seul était resté auprès du général. Vous devez être bien heureux, lui dit-il en souriant amicalement, de tout le bonheur que vous avez causé, vous êtes véritablement une providence pour ces excellentes sœurs, pour votre brave Moutier et pour toute notre commune. Jamais on n'y perdra votre souvenir, général, et, quant à moi, je prierai pour vous tous les jours de ma vie. Le général. Merci, mon bon curé. Mais notre tâche n'est pas finie, il faut que vous m'aidiez à la compléter. Le curé. Tout ce que vous voudrez, général, disposez de moi entièrement.
Le général. Eh bien, mon ami, voilà l'affaire. J'aime beaucoup Madame Blido, et je vois avec peine que le mariage de sa sœur va changer sa position. Le curé. Au général, elle s'aime tant, et Moutier est un homme si bon, si honorable, si religieux. Le général. Tout ça est vrai, mon ami, mais, Madame Blido ne va plus venir qu'en second, c'est le jeune ménage qui a maintenant le plus gros lot dans la propriété de l'Ange Gardien, un homme dans une auberge est toujours plus maître que des femmes. Et puis viendront les enfants, Jacques et Paul pourraient en souffrir, Madame Blido, qui les aime si tendrement, les protégera, et puis viendra le désaccord, et, par suite, les chagrins pour cette pauvre femme isolée. Le curé. C'est vrai, général, mais qu'y faire, sinon attendre, espérer, et au besoin lui donner du courage? Le général. Mon cher curé, voici mon idée à moi. Quand la guerre sera finie, ce qui va arriver un de ces jours, il faudra que je retourne en Russie, j'emmènerai Derigny. Attendez, vous ne savez pas ce que je vais vous dire. J'emmènerai ces enfants, voilà déjà qu'ils restent avec leur père et qu'ils sont à l'abri de ce que je redoute pour eux. Pour prix du sacrifice que me fera le père, j'achète, avec votre aide, et je lui donne les terres qui entourent mon auberge au général reconnaissant. D'ici là, je le décide à réunir ses enfants à Maman Blido dont il fera sa femme et la vraie mère de ses enfants, je donne au ménage l'auberge et les terres. Et, après une absence d'1 an, je viens mourir en France, chez vous, car, entre nous, je ne crois pas en avoir pour longtemps, d'ici à 3 ans je serai couché dans votre cimetière, après être mort entre vos bras. Et voilà où j'ai besoin de votre aide, c'est à disposer Maman Blido à devenir Madame Derigny. Vous lui ferez savoir en gros tout ce que je viens de vous dire. Le curé. Je crains qu'elle ne veuille pas se remarier, non pas qu'elle ait beaucoup regretté son mari, qu'elle avait épousé presque forcée par ses parents, et qui était vieux, méchant et désagréable, mais parce que ce mariage malheureux lui a ôté l'envie d'en contracter un autre. Le général. Et Jacques et Paul, qu'elle aime tant et qui sont si charmants. Ce serait le moyen de ne plus les perdre. Le curé. Écoutez, général, je tâcherai, je ferai mon possible, car j'ai bonne opinion de Derigny. Le général. Parbleu. Un garçon parfait, doux comme un agneau, un cœur d'or. Voyez-le avec ses mioches. Brave militaire, beau garçon, que vous faut-il de plus? Le curé. Ce qu'il a, général, est ce dont vous ne parlez pas, de la religion et de la moralité. Le général. Puisqu'il l'a, vous n'avez plus rien à lui demander. Le curé. Aussi me trouvais-je très satisfait, général, et je désire que Madame Blido pense comme nous. Le général. Ceci vous regarde, mon bon curé, parlez-en avec elle, quand Derigny et moi nous n'y serons plus. L'affaire se terminera promptement en la poussant vivement. La conversation fut interrompue par Elfie, Moutier et les enfants, qui revenaient près du général. Elfie avait des larmes dans les yeux. Elfie. Mon bon général, que de reconnaissance. Il n'est pas possible d'être meilleur, plus généreux, plus paternel que vous ne l'avez été pour moi et pour Joseph. Que de choses vous nous donnez. Et avec quelle grâce, quelle bonté aimable. Le général. Mon enfant, laissez-moi. Je vais pleurer si vous continuez, je n'en puis plus. Laissez-moi, vous dis-je. Moutier. Mon général, je n'ai jamais baisé la main d'aucun homme, la vôtre est pour moi celle d'un bienfaiteur, d'un père. Le général. Tiens, vous dites comme Torchonnet. Moutier sourit, les larmes d'Elfie firent place à un rire joyeux, et l'attendrissement du général se dissipa comme par enchantement. Le général. Ouf. C'est fini. Je suis content. Voyez un peu la jolie figure que j'aurais faite, pleurant avec Elfie et Moutier. Sapristi. Je suis d'y penser. Un général en grand uniforme pleurant comme un enfant qui a reçu le fouet. À présent, mes bons amis, vous avez tout vu, vous êtes bien contents comme moi, mais bien fatigués comme moi, et vous avez besoin d'être seuls comme moi. Laissez-moi renvoyer tout ce monde, promenez-vous tout doucement sur vos terres en causant, et laissez-moi surveiller le retour de l'ordre dans votre maison. Pas de réplique. Je veux ce que je veux. Envoyez-moi Derigny et les enfants, dites que je désire qu'on s'en aille, et demandez au notaire de venir me parler.
Elfie baisa la main du général en signe de soumission et alla avec Moutier exécuter ses ordres. Bientôt la foule défila devant lui, et à chacun il disait « À demain, à la mairie ». Il rappela au notaire qu'il couchait à l'auberge du général reconnaissant. « Votre chambre est prête, mon cher, ainsi que quelques autres pour les invités éloignés. » Le général était allé surveiller les apprêts du festin pour le lendemain, et tous les préparatifs de la fête qui devaient se terminer par un bal et un feu d'artifice. À la nuit tombante, il alla se coucher, la journée avait été fatigante, il ronfla 10 heures de suite sans bouger. On se réunit à 7 heures pour déjeuner, le bonheur était sur tous les visages. Elfie. Encore un remerciement à vous adresser, mon bon général, nous avons trouvé dans nos chambres nos toilettes pour ce matin. Le général. Trouvez-vous les vôtres à votre goût, mesdames? Elfie. Charmante, superbe, et 100 fois au-dessus de ce que nous nous serions donné, si nous avions eu à les acheter, mon bon général. Le général. Je voudrais voir tout cela sur vous, ma petite Elfie, et je veux voir aussi votre sœur en grande toilette. Les deux sœurs se retirèrent avec les enfants, qui ne se possédaient pas de joie de mettre les beaux habits, les brodequins vernis, les chemises à manches à boutons préparées pour eux. Le général et Moutier restèrent seuls, les regards de Moutier exprimaient une profonde reconnaissance et un bonheur sans mélange, il renouvela ses remerciements en termes qui émurent le général. « Soyez sûr, mon ami, lui répondit-il, que votre bonheur me rend moi-même fort heureux, je ne me sens plus seul ni abandonné, je sais que tous vous m'aimez malgré mes sottises et mes bizarreries. Le souvenir que j'emporterai d'ici me sera toujours doux et cher. Mais il faut que nous aussi nous pensions à notre toilette, il faut que nous nous fassions beaux, vous, le marié, et moi, remplaçant le père de la mariée, et le vôtre aussi, mon pauvre enfant. » Moutier le remercia encore vivement, et ils se séparèrent. Elfie ne tarda pas à paraître, jolie et charmante, avec sa robe de taffetas blanc, son voile de dentelle, sa couronne de roses blanches et de feuilles d'oranger. Des boucles d'oreilles, une broche et des épingles à cheveux en or et perles complétaient la beauté de sa toilette et de sa personne. Madame Blido avait une toilette élégante appropriée à ses 29 ans et à son état de veuve. Moutier avait son riche costume de zouave tout neuf, qui faisait valoir la beauté de sa taille et de sa figure. Les enfants étaient gentils et superbes. D'Érigny était proprement habillé, sans élégance et tout en noir. Seul, il avait une teinte de tristesse répandue sur son visage. Ce mariage lui rappelait le sien, moins brillant, avec le même bonheur en perspective, et ce bonheur s'était terminé par une longue souffrance. Il craignait aussi pour ses enfants les changements qu'amènerait certainement ce mariage. Et puis, son retour à lui ne l'obligerait-il pas à séparer ses enfants d'avec Madame Blido qu'ils aimaient tant? La proposition du général lui revenait sans cesse, il ne savait quel parti prendre, la rejeter, c'était replonger ses enfants dans la misère, l'accepter, c'était assurer leur avenir, mais à quel prix? Quel voyage? Quelle position incertaine? Quel climat à affronter? Et quel chagrin à leur infliger que de les priver des soins et de la tendresse de Madame Blido? Ce furent ses réflexions, réveillées par le mariage d'Elfie qui attristèrent sa physionomie. Le général le regarda un instant, devina ses préoccupations. « Courage, mon ami, lui dit-il. Je suis là, moi, j'arrangerai votre vie comme j'ai arrangé celle de Moutier, vous aurez vos enfants et encore du bonheur devant vous. » D'Érigny sourit tristement en remerciant le général et chercha à secouer les pensées pénibles qui l'obsédaient. Les témoins et les invités ne tardèrent pas à arriver, ils étaient tous dans l'admiration du brillant général, du superbe zouave et de la toilette de la mariée. Il faisait un temps magnifique, un beau soleil du mois de mai, mais sans trop d'ardeur, et pas de vent. On se mit en marche vers la mairie, comme la veille, le général donnait le bras à Elfie, et Moutier à Madame Blido. D'Érigny et les enfants suivaient. À la mairie, le mariage civil fut promptement terminé, et on se dirigea vers l'église. Là, les attendait une nouvelle surprise. Toute l'église était tendue en bleu, blanc et or. Une riche garniture d'autel, chandeliers, vases et fleurs, entourait un tabernacle de bronze doré artistement travaillé. Le curé était revêtu d'une magnifique chasuble d'étoffe dite pluie d'or. Les chantres avaient des chapes rouges et or.
Des prie-dieux, neufs et brillants, étaient préparés pour les assistants, les prie-dieux des mariés étaient couverts de housses de velours rouge. Le général et Madame Blido se placèrent l'un à droite, l'autre à gauche des mariés, chacun prit place, et la cérémonie commença. Jacques et Paul étaient, après Moutier et Elfie, les plus heureux de toute l'assemblée, car aucun souci, aucune inquiétude, aucun souvenir pénible ne se mêlait à leur joie. La cérémonie était terminée, Elfie était la femme de Moutier qui la reçut à la sacristie des mains du général. Ils avaient tous les deux l'air radieux. Moutier emmena sa femme, et, suivant la recommandation du général, la mena dans la maison du général reconnaissant, où devaient se réunir les invités. Toute la noce suivit les mariés. Le général toujours en tête, mais cette fois menant Madame Blido au lieu d'Elfie. Le général. À quand votre noce, ma petite femme? Madame Blido. La mienne? Oh. Général, jamais. Vous pouvez m'en croire. J'en ai eu assez de la première. Le général. Comme vous dites ça, ma pauvre petite femme. Vous avez l'air d'un enterrement. Madame Blido. Oh. Général. C'est que j'ai la mort dans l'âme. Le général. Un jour comme celui-ci? Par exemple? Madame Blido. Général, vous savez que Jacques et Paul sont ma plus chère, ma plus vive affection. Voici leur père revenu, me les laissera-t-il? Consentira-t-il jamais à s'en séparer? Le général. Pour dire vrai, je ne le crois pas, ma bonne amie. Mais, que diantre nous n'y sommes pas encore. Et puis je suis là, moi. Ayez donc confiance dans le vieux général. Voyez la noce, le contrat, le dîner et tout, vous étiez d'une inquiétude, d'une agitation. Eh bien? Qu'en dites-vous? Ai-je bien mené l'affaire? A-t-on manqué de quelque chose? De même pour les enfants, je vous dis, soyez tranquilles, il dépendra de vous de les garder toujours, avec l'autorité d'une mère. Madame Blido. Oh. Si cela ne dépendait que de moi, ce serait fait. Le général. Bon. Souvenez-vous de ce que vous venez de dire. Je vous le rappellerai en temps et lieu, et vous aurez vos enfants. Nous voici arrivés, plus de tristesse, ne songeons qu'à nous réjouir, sans oublier de boire et de manger. Le général quitta Madame Blido pour jeter un coup d'œil sur le dîner. Tout était prêt, il fut content de l'aspect général et revint près d'Elfie pour l'avertir qu'on allait servir. La porte du fond s'ouvrit, et un maître d'hôtel, en grande tenue parisienne, annonça « Le général est servi ». Une salle immense s'offrit à la vue des convives étonnés et d'Elfie enchantée. Des tentures rouges garnissaient tous les murs, un vitrage l'éclairait par en haut, la table, de 52 couverts, était splendidement garnie et ornée de cristaux, de bronze, de candélabres, etc. Le général donna le bras à Elfie, qu'il plaça à sa droite, à sa gauche le curé, près d'Elfie son mari, près du curé le notaire. En face du général, Madame Blido, à sa droite d'Érigny et ses enfants, puis les autres convives se placèrent à leur convenance. Potage bisque aux écrevisses. Potage à la tortue, annonça le maître d'hôtel. Le silence régnait parmi les convives, chacun mangeait, savourait, quelques vieux pleuraient d'attendrissement de la bonté du dîner et de la magnificence du général. À la fin du dîner, la journée s'avançait, le général demanda si l'on n'aimerait pas finir par un bal. On accepta avec empressement, mais où trouver un violon? Personne n'y avait pensé. Que cela ne vous inquiète pas, ne suis-je pas là, moi? Allons danser sur le pré d'Elfie, nous trouverons bien une petite musique, il n'en faut pas tant pour danser, le premier crin-crin fera notre affaire. La noce se dirigea vers l'ange gardien, qu'on trouva décoré comme la veille. On passa dans le jardin. Sur le pré était dressée une grande tente pour danser. La tente de bal était ouverte d'un côté et garnie des 3 autres de candélabres, de fleurs et de banquettes de velours rouge à franges d'or. Au fond, sur une estrade, était un orchestre composé de 6 musiciens qui commencèrent une contredanse, dès que le général eut fait son entrée avec la mariée. Le général ouvrit le bal avec Elfie. Valsa avec Madame Blido. Dansa, valsa toute la soirée, presque toute la nuit comme un vrai sous-lieutenant, il suait à grosses gouttes, mais la gaieté générale l'avait gagné, et il accomplissait les exploits d'un jeune homme. Elfie et Moutier dansèrent à s'exténuer, tout le monde en fit autant.
À 10 heures, il y eut un quart d'heure de relâche pour voir tirer un feu d'artifice qui redoubla l'admiration des invités. Jamais à Loumigny on n'avait tiré que des pétards. Aussi le souvenir de la noce de Moutier à l'Ange Gardien, y est-il aussi vivant qu'au lendemain de cette fête si complète et si splendide. Mais tout a une fin, et la fatigue fit sonner la retraite à une heure avancée de la nuit. Chacun fut enfin se coucher, heureux, joyeux, éreinté.